Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce quatrième webinaire IndyTime dédié au contrôle qualité et au suivi de production et qui sera animé par Thomas. Bonjour à tous. Juste pour me présenter en début de webinaire, je travaille chez Editime depuis aujourd'hui 8 ans et en charge du pôle opérationnel, en charge de toutes les opérations liées à l'import. Pour faire simple, le lien principal entre les clients et les fournisseurs et sur tous les process qui sont liés à l'import de vos commandes. Juste pour vous expliquer un peu comment ça va fonctionner, on va partir d'abord du contexte du contrôle qualité et du flux de production. On continuera sur les étapes clés d'un bon contrôle qualité et d'un bon flux de production et on finira sur les points forts d'IndyTime sur cette partie. Et à la fin, on aura une petite partie questions-réponses comme d'accoutumé. Donc, euh, Partons du contexte, et donc la première des choses, c'est de bien comprendre quelle est l'importance d'un contrôle qualité et d'un suivi de production. Forcément, la première des choses, c'est tout d'abord d'assurer que les produits soient bien conformes au cahier des charges, validé par le client en amont. La seconde chose qui est hyper importante aussi, c'est de pouvoir permettre et de pouvoir prévenir des problèmes futurs qu'il pourrait y avoir pendant la production euh, et pendant la livraison finale du client. La troisième des choses, forcément, mais c'est un point important pour toute chose, mais c'est la satisfaction du client au final et sa fidélisation. Et enfin, le dernier point, c'est l'optimisation de la chaîne de production, d'être sûr que tout arrive bien dans les temps et en respect du cahier des charges initial validé avec le client. Ce sont les quatre gros points qui font que le contrôle qualité est vraiment essentiel pour que tout se passe bien au niveau de vos importations. Et inversement, quel serait l'impact d'un mauvais contrôle qualité sur vos commandes, sur les commandes en importation? Je les ai un peu schématisées sous trois formes. La première chose, c'est forcément la chaîne d'appro qui sera perturbée sur le temps. Donc forcément, ça va venir ralentir la production et ça va venir forcément créer des retards, avec tout ce que ça peut engendrer derrière en termes d'impact financier et réputation. Second point négatif, les coûts. Forcément, un mauvais contrôle qualité va venir générer des coûts supplémentaires pour tout le monde au final. Donc, ça soit gestion des retours, des remplacements, des réparations, des frais logistiques doublés, triplés. Donc, tout ça va avoir un impact très important sur les commandes et sur la marge finale. Et enfin, point aussi très important, c'est que au final, la satisfaction client va venir être impactée si la qualité n'est pas au rendez-vous ou si la production n'est pas dans les temps. Parce que les deux sont aussi très liés et très importants euh, l'un et l'autre. Je ne sais pas si tu as un autre exemple, François, par rapport à ce que ça peut impacter. Pour moi, effectivement, ce sont ces trois grosses choses qui peuvent impacter effectivement nos clients et les clients finaux. Pour zoomer un peu sur l'Inde, donc l'Inde a un contexte un peu particulier, c'est un pays un peu particulier aussi au niveau de sa culture et au niveau de son contexte. Euh, il y a un héritage artisanal qui est très, très important, mais qui donne aussi le cachet et qui plaît aussi beaucoup aux clients finaux occidentaux. Donc il y a un vrai héritage par rapport à ça, même si on voit quand même depuis quelques années quand même une modernisation qui se fait petit à petit Mm. sur l'industrialisation, de plus en plus de machines qui sont utilisées, de plus en plus d'ateliers qui grandissent, Surtout à Jaipur. surtout à Jaipur. Je pense que tu peux continuer, François, sur le fait qu'il y a bien trois types, on peut dire trois types aujourd'hui de fournisseurs sur lesquels On travaille, qui peuvent avoir une approche différente. Alors, comme le disait Thomas, effectivement, c'est l'Inde. Alors,
On en reparlera également sur l'Indonésie. L'Indonésie a ses complexités, mais qui sont quand même différentes de l'Inde. Ce qu'il faut avoir en tête avant toute chose, c'est que sur l'Inde, l'approche qualité, les standards qualité entre une personne qui travaille en Inde ou un Indien et l'approche qualité et les attentes qualité d'un Européen sont complètement différents. Ça, c'est la chose qu'il faut avoir en tête. Je me suis rapidement rendu compte de ça quand on a lancé IndyTime il y a 15 ans. Vraiment, l'approche différente des standards. Maintenant, on travaille chez Anytime avec trois types de fabricants, comme on en avait parlé au premier webinaire. On a les petits fabricants qui sont des ateliers. Alors là, les standards sont plus que différents sur une échelle de 0 à 10. On va dire nos attentes vont être à 10. Les standards du petit fabricant vont être à 4-5. Oui. 4-5. Ouais. Le deuxième fabricant, c'est un fabricant qui va faire entre 5 et 25 containers. Alors là, il y a une approche qualité, une connaissance des attentes qualité un peu plus importante, mais ça reste quand même en deçà. On va le positionner, on va dire, entre 6 6 et et, 7. 6 Ouais. et 7. Ouais. Et après, vous avez les plus gros fabricants qui sont beaucoup plus équipés, des meilleures usines, des meilleurs ateliers, qui vont avoir une approche qualité. Alors, on n'est pas non plus au 10, mais on va se rapprocher des 8. Donc, nous, vraiment, notre travail chez IndyTime, bah, c'est de faire le gap entre le niveau de qualité qu'ils ont, leurs standards, et l'attente qualité du client. Pour continuer sur le contexte indien qui est très important à prendre en compte, on a quelques cas aussi importants qu'il faut prendre en compte par rapport au contexte. Par exemple, les fortes chaleurs. Vous avez sûrement dû entendre à la télévision ou par nos mails que récemment le Rajasthan a été frappé par une forte vague de chaleur. On a eu quasiment 50 degrés à Delhi. Tout ça va venir impacter la chaîne de production. Donc forcément, le travail humain va être impacté. Euh, la lucidité aussi peut être impactée, la communication, mais aussi sur la qualité. La chaleur va venir ralentir un peu le process de finition, voire le stopper, va venir impacter le bois aussi en créant plus de dilatation du bois, etc. On a la même chose à l'inverse pour les moussons, où les fortes pluies vont venir impacter le bois aussi, donc le taux d'humidité, mais également aussi le travail du métal. Donc voilà, les conditions météorologiques qui sont liées à l'Inde viennent impacter tout au long de l'année et régulièrement de toute façon la chaîne de production et la qualité. Je Et donne ça, il faut juste l'avoir en compte. Je donne juste un petit exemple frappant qu'on a eu tout au départ d'IndyTime. C'était pas notre premier container, mais on n'était pas très loin. C'était une commande sur du mobilier industriel, tout métal. Et le fabricant, qui était un petit fabricant, commençait à avoir du retard. Et notre client a dit, faut que ça parte, faut que ça parte. On a mis la pression au fabricant alors que c'était pendant la période de la mousson. Donc le fabricant et notre équipe en Inde nous disaient que si on ne prenait pas le temps de faire la finition au bon moment, on risquait d'avoir des problèmes de rouille. On a dû faire partir impérativement parce que le client ne voulait ou ne pouvait plus attendre. Quand le container est arrivé, toutes les pièces de cette référence-là étaient complètement rouillées et ça sointait de rouille, ça coulait. Pour vous dire vraiment l'importance à notre niveau de prendre en considération les conditions climatiques Climatique. parce que ça impacte fortement la qualité. Autre contexte aussi très lié à l'Inde, c'est les fêtes culturelles. Donc, un peu nos équivalents à nous du mois d'août avec les vacances et la période de Noël. Donc, en Inde, bah, vous le savez sûrement maintenant, si vous nous suivez depuis un petit moment, il y a Holi et Diwali. Donc, Holi, la fête des couleurs, et Diwali, la fête des lumières, si je ne me trompe pas. Euh, Tu ne te trompes pas. je ne me trompe pas. Et donc, pendant ces deux fêtes, en fait, euh, pendant 2 semaines, la production est quasiment, voire totalement à l'arrêt. Et ça, c'est aussi un élément à prendre en compte qui est hyper important parce que ça peut venir des fois accélérer une production pour que ça finisse avant
ou ça peut venir décaler de 2, 3 semaines forcément une production. Donc, à l'approche de ces fêtes, forcément, c'est toujours un peu plus tendu au niveau de la production. Et donc, il faut être un peu plus vigilant sur la qualité parce qu'il ne faut pas sortir les produits pour les sortir. Il faut sortir les produits avec la bonne qualité. Donc, c'est tout le temps euh, des contextes à avoir et toujours à anticiper un petit peu avant. Donc, anticiper les chaleurs, anticiper la mousson, anticiper les fêtes. Tout ça pour s'assurer que le suivi de production soit fait dans les temps, au final, et que la qualité ne soit pas impactée nullement par ce contexte. Et enfin, non, du coup, ouais, seconde partie du webinaire, donc parmi les étapes, donc sur les étapes du contrôle qualité et de production, la première des choses, c'est forcément de sélectionner le bon fournisseur par rapport à la commande passée. Donc pour ça, je vais passer très rapidement dessus, mais il y a quatre grandes étapes. Au final, tout est lié et tout part du sourcing que réalise François principalement en allant souvent, très souvent en Inde. Avoir un réseau élargi, mais je reviendrai un peu plus tard. Connaître parfaitement ses fabricants, donc leurs points forts, leurs points faibles, c'est essentiel. Et on le verra un peu plus tard. Et aussi donc avoir un système de notation qu'on a nous en interne chez IndyTime qui nous permet aussi d'évaluer quel sera le bon fournisseur ou quel sera le moins bon fournisseur et surtout de voir leur progression dans le temps, qui est aussi un élément à prendre en compte sur du business à long terme. Première vraie étape d'un contrôle qualité suite production, l'initial inspection. Donc, c'est peut-être l'étape clé au final. Le kick-off C'est project, ça, le projet comme le kick-off dit Diraj, associé. notre associé en Inde. Donc, cette initial inspection, elle pose les bases en fait de la commande, tout simplement. Elle pose les bases. Le but, c'est quoi? C'est de valider toutes les spécifications liées à la commande. Donc, vraiment, on va aller au détail près. Donc, on va aller sur la référence, sur la quantité, sur le prix, tout ça. Mais on va aussi aller sur les finitions, les matériaux utilisés, donc les dimensions d'emballage, le volume qui est essentiel. Voilà, on va vraiment aller au plus près. Et après, le QC et le fournisseur vont aller encore plus loin sur la structure. Si je prends un exemple sur une table, s'assurer que il y aura bien les renforts nécessaires à l'arrière de la table. Sur un meuble, s'assurer que la partie arrière sera bien construite pour éviter qu'il y a des craquements, qu'il y a des cracks qui se passent pendant le transport. Voilà, toutes ces petites choses vont être discutées en détail pendant l'initial. Ça permettra d'identifier les risques potentiels Mm. pendant la production et de les éviter surtout, et donc de ne pas perdre de temps à faire les corrections. Et enfin, l'initial permet aussi de définir le calendrier de production, qui est aussi un élément essentiel pour s'assurer que les commandes arrivent bien en temps et en heure chez le client. Juste rajouter une petite chose là-dessus, un travail qui est fait par Thomas et son équipe et l'équipe en Inde, c'est pendant l'initial, on reprend l'ensemble des problèmes rencontrés sur les références qui sont commandées. Ça permet effectivement, comme le disait Thomas, de bien identifier les risques potentiels et faire de l'amélioration sur les prods, sur les nouvelles prods à venir. Ça, c'est un point que je veux rajouter. Et un deuxième point qui est hyper important, mais je pense que Thomas en parle un moment, pendant l'initial, on vient également systématiquement avec des échantillons de bois, de métal, de terrazzo, de travertin, pour que le fabricant se rappelle quelle est la bonne finition pour la prod. Et ça, c'est une étape du process de l'initial qui est fondamentale. Après l'initial, on a... Alors, là, IndyTime en soi n'intervient pas, c'est plus à la charge du fabricant. Mais cette étape est clé aussi en fait pour avoir un bon suivi de production. Donc c'est l'inspection interne au final. Pour faire très simple et pour pas aller trop dans le détail, l'objectif c'est que le fabricant s'assure que son contrôle interne soit bien fait et fait correctement. Et en fait, ça évite considérablement le risque d'erreur à la fin, le risque d'erreur qualité et du coup de perte de temps à venir présenter des produits en inspection au QC avec des soucis, donc qui vont repartir en réparation, etc. Et on va perdre du temps au final sur la production. Donc si le contrôle interne n'est pas bien réalisé par le fabricant,
on va avoir à la fin un impact sur le suivi de production, c'est évident. Donc, nous, à notre niveau, on encourage fortement les fournisseurs à avoir un contrôle interne de qualité. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quelque chose qu'on fait à notre niveau. On accompagne les fournisseurs à le faire au maximum pour que tout soit plus fluide à la fin, en fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on se rend compte que ce soit des petits, des moyens ou des gros fabricants. Je peux donner un chiffre. Je pense qu'il y en a, s'il y en a un tiers qui met en place le contrôle interne, c'est une très bonne chose. Et encore, contrôle interne basique. Je me souviens il y a 6 7 ans avec l'un de nos plus gros fabricants à l'époque, avec qui on faisait entre 10 et 12 containers par mois. Clairement, il n'avait pas de contrôle qualité interne. C'était une boîte qui faisait 75 containers par mois. Je me souviens, Thomas, nous, on avait deux contrôleurs à temps complet chez le fabricant. Je pense que le fabricant se disait que IndyTime faisait le boulot et qu'il n'était pas forcément C'est nécessaire ça. de mettre du contrôle interne à leur niveau. Et c'est vrai que les deux conséquences, comme le dit bien Thomas, c'est effectivement plus de problèmes qualité rencontrés par nos équipes. Et de deux, ce qui est embêtant, c'est que ça prend plus de temps, parce que si le contrôle interne n'est pas fait au bon moment, bah, effectivement, on arrive sur un phénomène de bouchon à la fin. Donc, la production avance. On est à peu près à. Donc, si on part sur une production de 3 mois, basiquement, on arrive à peu près à 2 mois de production et intervient la première inspection intermédiaire, qu'on appelle nous la midline. Donc, cette étape est essentielle. Je vais le dire pour toute étape, mais elle est essentielle. Euh, Pour vous contextualiser, la midline, c'est de façon brute, justement, les produits bruts qui arrivent devant le QC, pas finis, pas assemblés, parfois, etc. Le but, c'est de checker la structure générale du meuble, les dimensions générales du meuble, de s'assurer que tout soit bien OK sur le cahier des charges, en fait. Le but, c'est aussi de pouvoir repérer et identifier rapidement les petits défauts ou les plus gros défauts. Et en fait, si le QC les remarque dès le départ, dès la midline, on a le temps ensuite de les faire retravailler et sur toute la série. Forcément, si on repère un défaut qualité de structure sur une pièce, ben forcément, il y aura toutes les autres pièces qui seront impactées. Donc, il faudra tout refaire. Le remarquer pendant la midline nous permet de ne pas perdre trop de temps sur la fin de production, parce que le fournisseur aura le temps de vite réagir et de vite corriger. Si on remarque des gros soucis qualité sur un meuble fini, forcément, l'impact va être totalement différent et ça va être beaucoup plus compliqué de venir corriger le meuble. Donc, c'est vraiment une inspection qui est cruciale pour s'assurer que la fin se passe bien, en fait. Et le deuxième point qui est aussi hyper important, ça permet de faire un point aussi sur le calendrier de production. C'est là où on se rend compte aussi si on sera dans les temps, si on est dans les retards, si on est en retard, et si on est en retard, justement, comment on peut faire pour venir soit le réduire, soit l'annuler, en modifiant les plannings, en trouvant des solutions, etc. Voilà, il est toujours possible pendant la midline de checker un peu le calendrier pour s'assurer qu'on soit dans les temps et s'adapter si besoin. Est-ce que tu as un commentaire particulier sur la Tout est midline? complet, tout est complet. Et donc, étape ultime de l'inspection, la final, donc l'inspection finale. Pour vous présenter basiquement, le fournisseur présente au QC le produit final tel qu'il doit arriver chez le client. Donc, le QC se met à la place, pardon, du client final et c'est comme si qu'il avait le meuble chez lui et tout doit être parfait. Le moindre défaut mineur doit être remarqué, doit être corrigé. Donc là, on n'est plus sur des défauts mineurs, sur des coupes pas forcément très droites, des poignées mal vissées, la quincaillerie mal ajustée. Voilà, on est normalement sur des défauts mineurs puisque les défauts majeurs ont été inspectés et vus pendant la midline. Donc c'est vraiment la dernière étape, s'assurer que tout corresponde bien à ce qui était validé dès le départ pendant la initial, sur la commande, les finitions, les matériaux, les dimensions, etc. C'est la dernière occasion de pouvoir checker le meuble et de s'assurer que tout va correspondre par rapport aux attentes du client. Voilà. Juste petit complément, ce qu'il faut savoir sur une inspection finale pour l'équipe en Inde, il faut se dire qu'une inspection finale, c'est pas vous arrivez, le fabricant vous dit voilà, tout ton container
est prêt, toutes les pièces sont présentées et tu peux faire ton inspection et on emballe immédiatement. Une inspection finale, en moyenne, elle s'étale sur, sur 3-4 jours. Selon les fournisseurs, ouais, ça peut aller sur une dizaine de jours, Mm. pratiquement des Mm, fois. mm. Donc c'est compliqué pour l'équipe QC parce que ça demande vraiment un suivi. Il faut se dire, vous arrivez, le fabricant va vous dire, bah, écoutez, voilà, vous avez trois références qui sont prêtes. Allez, on va dire, on va prendre un exemple simple, qui sont prêtes complètement. Ils y vont. Alors sur les trois, je sais pas, il y a 10 pièces par référence. Sur chaque référence, il y a à peu près, généralement, on est à 25% de pièces qui sont mises de côté pour soit des problèmes critiques. Mineur ou majeur, c'est mis de côté. Il faut savoir que le QC, il met de côté, mais il va devoir également s'assurer que le fabricant refasse bien la correction, que le fabricant n'essaye pas d'emballer la pièce qui a été rejetée, parce que c'est des choses qui arrivaient dans le passé, que le fabricant, avant d'emballer, ben, il n'y ait pas des personnes de son équipe qui mettent des pots de thé sur le meuble et que ça fasse une tache derrière. Enfin, c'est un process, c'est vraiment très compliqué. C'est pas juste aller voir si le produit est bien, mais c'est d'une, voir si le produit est bien, s'il doit être corrigé, qu'il soit bien corrigé, et de s'assurer que le produit qu'il a inspecté, qu'il a validé, soit exactement le même quand il est mis dans l'emballage. C'est pour ça que sur les grosses prods, Thomas en parlera après, mais on a des personnes qui supervisent jusqu'au process d'emballage parce qu'on sait que parfois il peut y avoir des risques. Ça, c'est une étape très compliquée. C'est difficile parfois de le comprendre. Alors, pour avoir été en Inde quelques fois et pour en avoir déjà fait, même en ayant le point de vue le plus exigeant possible, c'est parfois compliqué de juger si un meuble est OK ou pas OK. Parfois, la finition si on prend le manguier qui peut être un peu plus jaunâtre ou des planches plus noires, par exemple, Mm. c'est compliqué parfois de juger si ça peut être accepté ou pas. Et ça, faut aussi l'avoir en tête. C'est pas blanc ou noir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est vrai que c'est un travail très délicat pour le client de s'assurer que toutes les pièces soient bien conformes. Et c'est parfois délicat de juger certaines pièces si elles sont acceptables ou non. Donc c'est vrai que c'est une étape qui est vraiment très compliquée surtout dans le contexte indien, Mm. encore plus, je pense. Mm. 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 Et donc, on en parlait un tout petit peu en amont. La PLS Inspection, donc PLS pour Packing, Labeling, Stuffing, donc emballage, étiquetage et empotage. Alors, ces trois étapes, elles sont aussi importantes que le reste. Si tous vos meubles, ils sont impeccables à la final, mais qui sont mal emballés, qui sont mal étiquetés ou qui sont mal stuffés, au final, ben, tout le travail aura été fait pour rien. Donc l'emballage en prioritaire, ben, c'est très simple, hein, c'est s'assurer que le meuble est emballé en fonction de nos protocoles emballage, tout simplement, pour s'assurer que pendant le transport, il n'y a rien qui arrive. C'est aussi l'image de marque. Parce que on se rend compte, nous, aujourd'hui, que les clients apprécient énormément l'emballage qui est fait au niveau de l'Inde. Alors, pour avoir récemment travaillé avec l'Indonésie, on se rend compte ben, justement que l'Inde est en avance Mm. sur l'emballage, que l'emballage est vraiment de très haute qualité. Donc c'est très important. Et petite digression par rapport à ça, depuis plusieurs mois chez Anytime, on travaille justement sur un éco-packaging où de plus en plus on tend à supprimer tout ce qui est plastique, tout ce qui est polystyrène. Voilà, c'est aussi un élément important dans notre monde actuel. Stacy, Thomas, ne t'oublie pas. C'est compliqué parfois à mettre en place, mais voilà, c'est une chose qu'on tend à faire et qui est importante pour nous. Second point, donc le labeling, donc l'étiquetage. Alors, c'est pareil, ça peut paraître parfois dérisoire, mais une étiquette peut amener de très mauvaises conséquences. Ça peut coûter cher au final pour le client, parce qu'il peut soit envoyer le mauvais produit au final à son client, soit devoir, si on l'anticipe avant, devoir tout réétiqueter. Donc, c'est des frais logistiques, c'est du temps logistique. Donc, ça peut être d'une part très cher pour le client, et d'autre part, c'est aussi l'image de marque. Avoir un carton qui a son logo, qui est bien emballé, qui est bien étiqueté, avec une belle étiquette, etc. C'est l'image de marque aussi du client, de l'acheteur.
Donc au final, cette étape n'est pas non plus du tout à négliger et très importante pour tracer aussi éventuellement. S'il faut tracer les produits, c'est très important. Je vous fais juste une petite remarque là-dessus pour vous dire le niveau de contrôle où on doit aller. Les étiquettes chez IndyTime, elles ne sont plus faites en document Word, elles sont faites en document PDF. Parce qu'à une époque, on se rendait compte que quand on les faisait en Word, on les transmettait aux fabricants, les fabricants les modifiaient. Ben, encore de temps en temps, malgré le fait qu'on transmet les PDF aux fabricants, il arrive qu'en inspection PLS, ils se rendent compte que les étiquettes qu'on a transmises aux fabricants, ils les ont modifiées. Donc l'équipe est bien au courant Mm. de ce genre de risque. C'est pour ça que sur les rapports PLS, on ne les transmet pas systématiquement, je pense pas. Non, souvent c'est en interne, on regarde en Ça va en interne. interne. Mais l'équipe les check et remet les photos des étiquettes pour qu'on s'assure que l'étiquette a été respectée. Et dernière étape, le stuffing. Alors, idem, c'est une étape que InTime supervise. Il y a deux conséquences majeures à un bon stuffing. Enfin, d'une part, vous êtes sûrement au courant que les frais de transport maritime aujourd'hui sont, sont gigantesques. Donc, le moindre mètre cube aujourd'hui il est vital. Faire empoter un container avec de l'espace vide, c'est une perte d'argent sèche. Donc, aujourd'hui, on se doit d'optimiser à 100% et pas à 99, à 100% le container pour que aucun espace vide ne reste dans le container. La seconde chose, c'est qu'aussi un container bien stuffé, c'est un container où il n'y a pas les pièces de 100 kilos qui écrasent les pièces de 20 kilos. Alors ça peut paraître évident, mais il faut l'avoir en tête parce que c'est vrai que il y a, après, il y a environ un mois et demi, 2 mois de transport. Alors si pendant 2 mois, les grosses pièces sont sur les petites pièces, il peut y avoir de la casse à la fin. Et donc c'est la même chose, c'est-à-dire que pendant 3 mois, on aura un travail de qualité qui sera fait pour tout gâcher à la fin parce que ça aurait été mal encodé. Un commentaire de plus Moi, par je pense rapport. que c'est clair. Alors, petite anecdote aussi, il faut savoir que les empotages en Inde, c'est souvent le soir, voire la nuit, parce que Mm. souvent C'est ça. l'emballage et ouais, les empotages, c'est fait Mm. en plein milieu de la nuit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre belle équipe indienne, bah, ils reçoivent un coup de fil du fabricant à 18 h en disant bah, ce soir, il faut que tu viennes superviser l'empotage du Mm. container à 10 h. Donc, parfois, on voit sur les groupes, on reçoit les photos, mais Il fait nuit. de 10 h à minuit, parfois, ils doivent superviser l'empotage. Mais c'est fondamental. C'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place chez IndyTime et on le garantit parce qu'il y avait une époque, il y avait trop de soucis. Les fabricants ne sont pas Mm. assez responsables sur ce On a process-là. déjà fait revenir des containers qui avaient été empotés, Mhm. scellés, qui partaient vers le port. On les a déjà fait revenir chez le fournisseur parce Mhm. que on a appris qu'il y avait de l'espace vide ou on a appris qu'il avait fait empoter des pièces qu'on ne voulait pas. Mhm. Donc c'est déjà arrivé enfin, ça n'arrive plus Non. parce on a dû accentuer le contrôle, mais c'est déjà arrivé. Et donc c'est pour vous dire à quel point c'est important et avoir quelqu'un sur place qui le supervise est essentiel en fait. Dernière partie, les points forts d'IndyTime. Les points forts, ça commence forcément par les humains, les ressources humaines. Euh, on a une équipe QC aujourd'hui en Inde qui est expérimentée, donc elle s'articule autour de Dirage, donc l'associé de François, donc, qui est là pour encadrer l'équipe, manager l'équipe, et aussi là pour développer la relation fournisseur, qui est aussi importante. Parce qu'Unityme a une valeur de partenariat qui est très forte et elle s'illustre aussi avec les fournisseurs. Et on a, alors si je ne me trompe pas, on a 5 QC Shintime. Donc il y a Sumit qui est là depuis 8 ans, comme moi. On a Niraj et Kelas qui sont là depuis 4 5 ans, il me semble. Mhm. Mhm. Kelas qui est aussi en charge notamment des contrôles qualité sur les prototypes, euh, très important aussi. Et on a aussi Rohit et Pavan qui sont là depuis 2 ans, je 2 ans, crois. Voilà, c'est tout à ça. fait. Et en plus de ça, on a aussi Vassim qui est là en coordinateur logistique, qui est L'homme de aussi l'ombre, l'homme de l'ombre, le oui. grand homme de l'ombre. Sans qui je ne ferais pas grand-chose parfois, qui, qui coordonne tout ce qui est partie logistique avec l'Inde et donc qui est aussi une étape capitale dans le suivi de production. Donc dans la qualité, moins d'impact, mais dans le suivi de production, c'est essentiel pour s'assurer que justement le stuffing se passe dans les bonnes conditions et que vos commandes arrivent en temps et en heure
Chez, sur l'équipe François Darmanin. Déjà, on a une belle équipe. Déjà, on a une belle équipe qui partage les mêmes valeurs que l'équipe ici en France. Donc, souvent, quand vous parlez avec l'équipe indienne, ils considèrent que c'est une famille, c'est eux qui le disent. On a une équipe qui a de l'expérience, comme le disait Thomas, Soumit, vous avez le même âge, Thomas? Je suis un peu plus vieux quand même. Un peu Ouais. plus vieux, mais qui a bossé 8 ans chez Anytime. Alors, un Mm. QC qui reste 8 ans dans une boîte en Inde, ça tourne souvent, mais justement, nous, on essaye de mettre en place un environnement positif pour que les équipes Mm. restent longtemps et ça permet d'avoir du retour sur le long terme parce que si vos QC changent tous les ans ou même tous les 2 ans, la qualité, elle fait le yo-yo. Chacun a sa spécialité. Chacun sa spécialité. Vous avez Niraj, il est plutôt expert bois. Il travaillait auparavant chez un fabricant, donc il a vraiment une connaissance très technique. Sumit, très fort sur les assises. Mm. Après, on a Kelas, mais Kelas, il est partagé également sur le dev parce qu'aujourd'hui, il fait encore un peu de contrôle qualité, mais c'est lui qui contrôle tous les prototypes. Donc, je ne sais plus si Louise en avait parlé, mais on a des rapports très poussés, aussi poussés que nos rapports d'inspection. Donc, et puis après, on a les assistants, donc Rohit et Pavan, qui font du bon boulot également. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir en tête, alors après c'est notre boulot, hein, c'est la valeur ajoutée d'Anytime, que des journées de QC sont éreintantes. J'en fais un petit peu moins, mais quand je vais en Inde pendant 8 jours, je fais au moins 2 jours d'inspection. Je sais qu'il y a 2 ans, j'avais fait une mission pour l'un de nos clients qui doit nous écouter là. J'ai fait 8 jours de QC au mois de mai alors qu'il faisait 45 degrés à l'intérieur de l'usine. C'est sport, c'est sport. Donc on l'oublie pas et on vous remercie aussi de votre compréhension parce que je sais que Thomas t'a communiqué sur le fait qu'il y avait des grosses températures dernièrement et je sais que vous comprenez. Parfois certaines personnes ne le comprennent pas, mais je suis content de savoir que Tout le nos monde clients comprend. partenaires aujourd'hui comprennent également les contraintes de l'Inde. Et dernière chose, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de parfois les faire venir en France. Donc, Dirage vient quand même régulièrement, au moins 2 fois par Mhm. an. Là, on devrait avoir 2, 3 personnes qui vont venir en fin d'année pour voir les clients et fêter nos 15 ans. Donc, c'est de l'échange, c'est vraiment pour comprendre les standards, parce que s'il n'y a pas d'échange là-dessus, vraiment, cette différence d'approche de standard, elle peut être critique. Ensuite, le point fort numéro 2, Anytime. On a parlé de l'équipe, on va parler des fabricants. Donc, je vous ai expliqué, c'était inscrit dans notre valeur de partenariat et ça s'inscrit aussi sur les fabricants. Aujourd'hui, on connaît environ entre 30 et 40 fabricants. Euh, et on sait aujourd'hui quelles sont les forces et les faiblesses de chaque fabricant. Sachant que chacun a des forces et des atouts très différents. Et c'est important pour nous d'avoir un panel de, de fabricants très large. Donc, on en a qui vont être experts en table, on en a qui vont être experts en petits produits, en produits KD, donc KD en français, Produits démontables. démontables, des fournisseurs un peu plus chers mais plus quali, qui vont savoir faire des meubles plus contemporains. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus forts sur l'acacia, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus forts sur le métal, d'autres sur la chaise. Voilà. Enfin, je peux aller très loin. Je pense que chacun de nos fabricants est très fort dans une chose, voire dans plusieurs, mais au moins dans une chose. Et pas dans Et tout. pas dans tout. Mais c'est important de le savoir parce que forcément, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi chez les fournisseurs parce qu'on va vite se retrouver avec des, avec des choses incroyables et avoir un réseau très élargi et qui continue à s'étayer, mais ça j'en parlerai juste après, c'est important et de connaître leurs forces et leurs faiblesses, c'est essentiel pour s'assurer que tout ce qu'on a décrit avant, toutes les étapes et tout le contexte soit OK. Parce que si on a beau avoir les meilleurs outils, comprendre les meilleures étapes, etc., si on va chez le mauvais fournisseur, si on n'a pas le parc fournisseur existant,
au final, on n'arrivera à rien. Mm. Donc, c'est essentiel. Et donc, pour avoir ce parc fournisseur, notamment, ce qu'on fait beaucoup, c'est que tous les ans, de toute façon, tous les 2 ans, on participe à tous les salons de Delhi, donc qui ont lieu généralement en février et en octobre. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'aller au salon, bon, d'une part, de voir les tendances, etc. Mais c'est aussi l'important pour nous, c'est de pouvoir voir les fournisseurs, les nouveaux, ceux qui se développent, et pouvoir un peu enrichir notre réseau. On a tout récemment là, découvert un fournisseur expert justement en petits produits, en produits démontables, que François J'avais a vu au trouvé qu'on salon. avait déjà, que l'équipe Inde avait déjà visité à Jodhpur et qu'on a revu au salon. Et c'est vrai que ça permet, c'est important d'étoffer le parc. Alors on le fait à travers les salons, on le fait à travers des visites. D'ailleurs, là en juillet, je devrais aller à Udaipur également, Thomas, pour voir Ok. des fabricants sur de la pierre. Mais c'est important d'étayer et de bien placer ses billes. Sinon, on peut vite s'arracher les cheveux. Et chacun des fournisseurs, aujourd'hui, on les accompagne également. Donc, l'équipe en Inde organise régulièrement des réunions, on appelle ça des QTD, donc des réunions pour s'assurer que les standards qualité soient OK, soient compris et soient respectés. Donc, on les aide aussi dans toute cette démarche et aussi dans une démarche RSE aussi, plus récemment, on les accompagne aussi par rapport à cet aspect. Les outils IndyTime. Aujourd'hui, l'outil principal qu'on a, c'est notre ERP. Donc aujourd'hui, on travaille sur Odoo, qui est aujourd'hui un ERP qui est assez connu. C'est un ERP qui est open source, mais nous, on est accompagné par une boîte qui s'appelle Honor Conseil, pour ne pas les citer, qui nous aide dans le développement de cet ERP. Aujourd'hui, notre ERP, il centralise tout. Donc, toutes nos fiches produits, tous vos fiches produits sont mises sur Odoo. Et dessus, on a absolument tout. Du prix, la dimension, du volume, le poids, Les les rapports images, photo. les rapports proto, les images qualité. Éventuellement, s'il y a des retours qualité négatifs, on les met dedans. Ça peut permettre aussi à l'équipe de comprendre ce qui se passe. Les améliorations, les étiquettes, les notices d'assemblage. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer par rapport au produit est centralisé sur Odoo et après est repris dans les rapports que je vous citerai juste après. Donc c'est vraiment un point essentiel de notre organisation pour le contrôle qualité et le suivi de production. Ensuite, toute notre prod, toutes les commandes sont mises également sur Odoo, sur notre ERP, ce qui nous permet d'avoir un visu en fait en temps réel de vos commandes, de voir ce qui se passe, de voir si elles sont dans les temps, si elles sont en retard, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on a des alertes aussi pour gérer un peu tout ça. Donc tout est mis et centralisé sur l'ERP et donc on a un visu très global et très large et en temps réel de vos commandes. Et enfin, Odoo nous permet aussi d'avoir une communication qui est très fluide et très directe euh, entre l'équipe France, entre l'équipe Inde et aussi entre les clients. C'est-à-dire que nous, sur un même, on appelle ça une tâche de commande, tout est relié. Entre ce que dit le client, le QC et nous en France, tout est au même endroit, ce qui fait qu'on a une communication qui est fluide, qui est rapide, qui est tracée. Donc ça aussi, c'est très important. Et ça permet d'éviter les erreurs, ça permet d'aller vite, de vite corriger si besoin, etc. Donc voilà, c'est vraiment essentiel d'avoir tout ça au même endroit. On ne travaille pas sur Excel, on ne travaille pas par mail, etc. On travaille bien sur un ERP qui nous aide justement euh, à avoir ça. Enfin, le RP nous génère automatiquement tous nos rapports. Donc la initial, la midline et la final sont générés via Odoo. Donc, ce qui fait qu'on réduit le risque d'erreur humaine en tapant les éléments. Les QC viennent juste taper leurs commentaires, mettre les photos, et le Odoo génère des rapports automatiquement. Ce qui fait qu'on a des rapports complets qui prennent pas beaucoup de temps à remplir au final, parce que tout est généré automatiquement. Donc, c'est vraiment des outils qui nous aident à gagner du temps, le temps qui est à la fin vital pour que vous soyez livré en temps et en heure au final chez vous. D'autres outils un peu à droite à gauche comme ça à la volée, on a le production monitoring. Donc c'est un outil aussi qui nous aide nous si on sent qu'une commande est un peu touchy ou qui prend un peu de retard, on met en place le production monitoring qui nous aide à aller plus loin dans la commande. On va détailler chaque étape et le fournisseur va nous faire des retours par rapport à ça. Donc si je prends un truc
un exemple bête, voilà, une table, il va nous dire quand est-ce qu'il reçoit le métal, il reçoit quand le bois, ils font quand l'assemblage, ils font quand la midline, ils font quand les finitions. Voilà. On va vraiment aller en profondeur dans le process pour s'assurer que ça soit bien respecté quand c'est soit un peu touchy ou soit où le temps de production doit être respecté vraiment à la lettre. On a parlé tout à l'heure les swatchs, donc c'est aussi un élément essentiel dans une commande en import. Les Euh, swatchs, les échantillons, Échantillons. les échantillons. Donc aujourd'hui, chacune de vos commandes, chacune des finitions chez n'importe quel fabricant a des échantillons. Un pour le fabricant, un pour l'équipe QC. Et ça nous permet de vérifier que les finitions soient tout le temps les mêmes. Parce que il ne faut pas que vous ayez une production, la production numéro 1 qui arrive avec la couleur, voilà, enfin, si je prends exemple bête, jaune, et le lendemain, la production numéro 2 c'est rouge. Voilà. Donc là, c'est Jaune et notre... rouge, tiens Thomas, c'est bizarre. Le cœur a parlé. Mais voilà, c'est s'assurer vraiment que toutes les finitions soient similaires au final, et c'est vraiment essentiel. Et ce process est renouvelé tous les 6 mois. Et forcément, ben, le bois ou le cuir ou ces choses-là, ça peut varier avec le temps, La lumière. avec la lumière, avec le soleil, la pluie, etc. Donc tous les 6 mois, on va bien renouveler en fait ces échantillons. Et enfin, dernier point fort comme ça, bah, c'est nos missions régulières. Parce que l'équipe In Time France va très régulièrement en Inde. Le dernier en date, bah, c'était moi en avril, mais François, tu y as été en février avec Louise et Gabriel. Qui va Tu y retournes en dans un mois. 5-6 fois par an. Donc, On fait des inspections en ligne ouais, aussi de temps en temps et inspection en sur ligne. des produits, sur des commandes un peu plus touchy où on ne peut pas juste faire un déplacement pour une commande, mais on fait des inspections en ligne. Donc, ça nous aide aussi à comprendre certaines choses qu'on ne peut pas comprendre si on n'y va pas, surtout vu le contexte indien qui est très particulier. Euh, et ça permet aussi du coup d'anticiper et d'analyser mieux en fait ce qui se passe et ce qui peut se passer. Donc c'est vraiment essentiel pour nous d'aller en Inde régulièrement et important aussi, ça développe le partenariat et les relations, parce qu'on reste tous des humains au final et partager des moments avec l'équipe en Inde et aussi les fournisseurs, ça reste tout le temps agréable, c'est partie aussi du job. Juste une chose pour une toute petite chose à rajouter, mais qui est quand même fondamentale chez Anytime, c'est que tout ça, aujourd'hui, notre force sur le suivi de prod et le contrôle qualité, c'est qu'on a des process très forts. On a des process qui ont été mis en place. Nos process qualité datent d'il y a plus de 10 ans, alors forcément ils évoluent, mais on parle tous le même langage. Thomas et son équipe en France parlent le même langage, l'équipe en Inde parle le même langage, et ces process-là, ils sont fondamentaux, donc sur le contrôle et sur le suivi de prod, et également sur le contrôle vraiment sur le terrain, puisqu'il y a vraiment une méthodologie propre de contrôle. On regarde un meuble à distance comme un utilisateur, on se rapproche, on regarde la finition, après on regarde les éléments techniques, et après on vient seulement sur les dimensions, ce genre de choses. Mais c'est vraiment, on a vraiment des process très forts et reconnus, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir gérer 20-25 containers Mm. par mois, quoi. Nos process sont assez poussés et on a parfois des fournisseurs Surpris qui par sont notre niveau surpris par d'exigence. nos... Voilà. Ça arrive que parfois on a des messages, mais d'habitude on ne fait pas comme ça. Oui, mais Mm. c'est nos process qui nous ont permis d'arriver là où on en est et qui nous permettront d'aller là où on veut aller. Et ils sont Paul, forts, ils sont importants. il nous reste combien de temps? 15 minutes là, Ok. J'ai un dernier truc Allez, puis comme à... ça on aura 10 minutes de questions. Dernière force Anytime, c'est très lié à Anytime, je pense, mais à beaucoup d'autres entreprises, mais forcément aussi à nous. Réactivité, flexibilité, adaptabilité. Réactivité, ben, mais tout est lié, mais grâce notamment à l'ERP, fait qu'on soit une petite équipe aussi, ben, tout va vite. Et au final, si tout va vite, ben, vous êtes livré plus tôt. Et on a aussi une équipe en Inde qui est formée, et qui est compétente, et donc qui est capable de vite analyser les problèmes qualité et de vite les corriger. La flexibilité, aujourd'hui, on permet à un client qui veut importer en Inde de le faire très facilement. Tout est personnalisable à souhait, euh, dans les, dans les limites des techniques de, de fabrication, mais tout est personnalisable. On peut faire des consolidations. Aujourd'hui, il y a des clients qui consolident avec 10, 15, 20 mètres cubes.
On sait gérer des MOQ, donc des minimums de quantité qui sont assez faibles parfois pour commencer. Donc, quand certains fournisseurs vous demandent de faire 30, 40 pièces minimum par référence, on sait, via notre réseau et via notre expérience, on sait les baisser pour des premières commandes pour aller à 10, voire même un peu moins parfois. Donc ça, c'est une grosse force. On a un réseau de traquants qui est très large et du coup, on sait s'adapter, forcément, euh, selon les exigences du client. Ça aussi, c'est très important. Et l'adaptabilité, donc là aussi, c'est essentiel pour faire un bon suivi de production et de qualité. Parce qu'il faut vite s'adapter à ce qui se passe. Donc, même par exemple, si je parle en plan logistique, par exemple, sur cette production, il faut s'adapter aussi au contexte. Donc, par exemple, si je prends un contexte actuel, donc les grèves qui se passent aujourd'hui au port du Havre, voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et ben, on sait s'adapter et vite changer de port d'arrivée, par exemple, pour ne pas être impacté. On sait aussi s'adapter, par exemple, aux normes qui sont en vigueur. Donc, par exemple, quand vous apportez du GSham, donc du palissandre, aujourd'hui, Anytime sait s'adapter et du coup a su faire toutes les démarches nécessaires parce que c'est un bois qui est protégé. Donc, on fait les démarches pour être dans les normes et dans les règles, etc. Donc, et enfin, dernier point aussi d'adaptabilité, par exemple, pour vous illustrer, euh, si des commandes sont en retard, et ben, on sait aujourd'hui modifier les plannings, mettre des priorités en place, etc., pour s'assurer qu'au final, rien n'est bloqué et avance quand même. Donc, c'est vraiment une force qu'on a de pouvoir s'adapter en fonction de la situation et du contexte. Forcément, le contexte, on le connaît très très bien. Nos étapes sont très bien écrites, on a des process stricts. Donc au final, ça nous permet d'avoir tout ça avec un bon taux d'adaptabilité au final. Donc c'est une force aussi qu'on a aujourd'hui chez Anytime. Je pense que On va les... en plus, on va rajouter ces 3 points aux valeurs d'IndyTime. c'est important. Mais sans ces 3 points, je pense que le site de production et la qualité en sont impactés forcément. Donc c'est essentiel de les garder et de les développer au final. Je rajoute une dernière chose, sans vouloir jeter des fleurs à ceux qui nous écoutent, mais je pense que Thomas, il parle du partenariat, et c'est vrai que d'importer d'Inde, c'est pas évident, ça a des contraintes. Après, c'est le boulot et la valeur ajoutée d'IndyTime, mais ce que j'apprécie, et Thomas aussi, c'est que vous, nos clients partenaires, avec les échanges, alors vous êtes exigeants, mais vous comprenez aussi ces contraintes, et ça nous permet de faire notre boulot proprement et avec passion, quoi. Et ça, c'est important parce qu'on parle le même langage. Très bien. Paul, Oriane, je pense qu'on Pas a, la question, c'est là? on a terminé. Non, peut-être la fin de question, mais Ah oui. voilà. C'est vous qui posez les questions, mais... Bien sûr, François. Alors, allez, je te pose la question, Thomas. Comment gérez-vous les aléas pour le contrôle qualité? Par exemple, en période de grosse chaleur comme on a eu là au mois de mai. Alors, la clé de gérer tout ça, c'est l'anticipation. À notre niveau, si on sait anticiper ce qui va arriver, on sait minimiser ce qui peut justement être les aléas. Donc, par exemple, si je prends le cas de la température extrême qui a frappé l'Inde récemment, bah, alors, ça va venir impacter le suivi de production, parce qu'à la fin, le calendrier va être un peu décalé, mais on va, par exemple, mettre en arrêt ou en stop tout ce qui est process de finition. Euh, Parce que si on pousse le fabricant à le faire, au final, on aura des soucis de qualité. Donc, c'est anticiper ce qui va se passer. Dès que ça arrive, on bloque ce qui peut être bloquant et parallèlement, on avance sur autre chose. Forcément, le fournisseur, quand il a son process de finition qui est bloqué, il peut ne pas faire ça, mais par contre, il peut avancer sur autre chose. Donc, il peut avancer sur les prods suivantes, sur la structure des meubles, etc. Donc voilà, la clé, c'est vraiment d'anticiper et de vite s'adapter à ce qui se passe. Donc, et ça, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une force qu'on a aujourd'hui de pouvoir s'adapter rapidement au planning euh, de production. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Il y a un deuxième texte, mais je ne le vois pas. Ah, Ouais, est-ce que tu peux nous aider? pas de souci. Hop. Comment formez-vous vos QC aux standards européens? Allez, je réponds, Thomas. Voilà. Allez.
comment on forme nos QC au standard européen? C'est en passant beaucoup de temps avec eux. C'est en passant beaucoup de temps avec eux pendant les 10 premières années d'Indie Time. J'allais en Inde je passais au moins entre 2 et 3 mois par an en Inde. Alors, je le fais moins souvent, je fais encore un peu de QC, mais c'est passer du temps avec ces QC. Et après, comme je vous disais, faut les garder longtemps, nos QC, parce que si on les forme et qu'ils partent, mais c'est vraiment aller avec eux, leur montrer, faire une inspection complète avec eux, mener l'inspection, et puis après, bah, leur dire, voilà, vous faites l'inspection par vous-même. Alors, parfois, ils l'intègrent bien, parfois, ils l'intègrent moins bien, mais... Mais aujourd'hui, la méthodologie, elle est bien en place, elle est comprise. Alors après, ça reste de l'humain, mais les process sont là. Maintenant, notre boulot, c'est aussi de limiter les erreurs humaines, parce qu'il peut toujours y en avoir, et c'est pour ça qu'on a des process qui nous permettent de limiter ces soucis. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, Non, mais Thomas, c'est ça, c'est clair, hein. Le temps. le temps et puis de l'échange, comme on disait, ouais, on a Nicolas au Pôle OP, il fait le suivi de tous les problèmes qualité. Tous les mois, on les envoie à l'équipe en Inde. Tous les mois, on leur demande leur retour. Ça permet de comprendre les soucis afin que chacun fasse son travail de façon intelligente et prenne en considération ce qui a Mm. été loupé dans le passé, quoi, et progresser. Eh Ouais. bien, Mm. Ouais. Vous en avez des questions? on a des questions, on a des questions. Je te la pose, François. Vous démarrez sur l'Indonésie depuis le début d'année. Comment se passe le contrôle qualité là-bas? Avez-vous une équipe sur place comme en Inde? Alors, merci pour la question. Bah, le contrôle qualité, c'est moi. Donc, bah, ça va être comme en Inde. Donc, on a quelqu'un de confiance hein, avec qui on passe du temps là-bas sur place. Mais toutes les inspections sont faites en Inde, donc là, en Indonésie. Donc là, j'y suis allé pendant 10 jours. Je vais y retourner probablement en septembre pour inspecter nos prochaines commandes. Il y aura également l'équipe en Inde. On aura probablement quelqu'un sur l'Indo également pour faire le contrôle qualité. Voilà, mais on remet tout en place comme on a été capable de bien le faire en Inde. À quel Allez, je te pose la niveau? question, Vas-y, Thomas. François. Vous parliez des empotages de containers effectués le soir. Quelles sont les raisons exactes de ce timing? La chaleur, peut-être. Également, est-ce que ensuite les containers partent par train ou par route? La chaleur a dû jouer là très récemment, mais globalement, c'est lié aussi au contexte indien, hein, au final, hein. Les heures de travail ne sont pas comme en France où c'est très organisé. Donc, il n'y a pas forcément de raison particulière, c'est juste que dès que c'est prêt, c'est prêt. Dès que le booking, dès que le container est arrivé dans l'usine, il faut vite se fait. Euh, Seconde question, donc les containers partent en train ou par route jusqu'au port d'Inde, forcément, de départ. Alors, il y a les deux. Globalement, on préfère que ça parte par route. Ça va plus vite. Puis on évite les aléas des trains indiens, hein. Alors, la SNCF, c'est compliqué en France, mais c'est aussi compliqué en Inde. Donc, globalement, on pousse pour faire de la route. Après, c'est à la charge du fournisseur de prendre la meilleure option. On a notre poids à jouer, même si on n'est pas décideur, mais on pousse pour la route. Voilà. Autre question, donc à quel niveau la mise en place de l'éco-packing est compliquée? Est-ce que la plupart des fabricants y sont ouverts? Je vais juste répondre parce que j'en ai parlé justement pendant ma Allez, mission en Thomas. Inde. C'est très nouveau, enfin, plus ou moins nouveau en Inde. C'est un nouveau sujet, c'est un C'est un nouveau produit. sujet, oui. Ce qui est compliqué, c'est que on peut le diviser en deux zones géographiques. Donc, on travaille beaucoup avec Jodhpur et Jaipur. À Jaipur, c'est des usines qui sont beaucoup plus organisées, industrialisées. Et le sujet est déjà dans les mœurs, c'est déjà connu. Et donc, il y a de l'offre pour tout ça,
pour les fournisseurs. Donc, ils sont de l'offre pour l'emballage éco-packing. Et donc, c'est beaucoup plus facile de mettre en place, ça existe déjà. Et c'est à moindre coût en plus, parce que forcément, le coût, il va venir impacter. À Jodhpur, c'est plus le petit grand village en Inde, hein, un peu plus roots. Là, là, ça va être plus compliqué parce que là, c'est vraiment plus nouveau. L'offre est très limitée, voire quasi inexistante. Donc, c'est compliqué pour les fournisseurs de trouver des produits d'emballage éco-packing et en plus à bon prix. Donc, voilà, c'est difficile au niveau géographique. Maintenant, juste pour compléter ce que dit Thomas sur l'éco-packing, donc on le met en place depuis le début de l'année. On identifie les fabricants qui veulent. Ceux qui veulent pas, bah, on les pousse. Et puis bah, si au bout d'un moment ils veulent pas du tout, bah, peut-être il y aura des choix qui seront faits. Par contre, c'est qu'on avance par étapes parce que ce n'est pas la même matière. De la mousse en polystyrène peut-être mieux protégée que de la mousse en carton, donc on y va par étapes. On est prudent, on se dit pas, on lance toutes les prods en éco-packaging pour se retrouver avec des problèmes d'envoi pour nos clients qui distribuent sur Internet, de casse, parce que un coin en Mm. carton absorbe moins les chocs. Donc, ça prend du temps, on y va par étapes, mais je pense que à horizon, je vais m'engager, Stécie, elle va m'entendre, mais je pense qu'à horizon fin 2025, on pourrait quasiment avoir au moins 50% de nos prendre en éco-packing. C'est le chemin. Il faut aller. Très bien. Plus de questions. Je pense qu'on a bien tenu le timing. Il y a plein de questions, ça n'arrête pas. On parle des visites en Inde, Thomas. Est-ce que les clients peuvent vous accompagner? Ah, bien entendu. D'ailleurs, c'est ce qui se fait assez régulièrement et c'est souvent porteur de bonnes choses. Et les clients aussi, donc il y en a parmi vous qui sont déjà venus et qui savent ce que c'est. Euh, Ça permet de comprendre certaines choses aussi, c'est très important, et c'est tout le temps enrichissant. Donc là-dessus, nous, on peut que vous encourager à venir avec nous en Inde pour qu'on vous accompagne là-dessus. Et ça permet de passer de bons moments. En plus, en plus. Thomas, qui aurait cru que nous aurions dansé avec certains de nos clients dans des endroits reculés de New Delhi sur de la musique improbable? Certains se reconnaissent peut-être. On a le temps, Paul, de prendre une dernière question. Oui. Qui s'occupe des contrôles des stuffings de containers? Est-ce la personne qui s'occupe de la logistique ou c'est l'usine? C'est les deux au final, hein. L'usine est en charge du stuffing, hein, forcément, le fabricant est en charge. Par contre, on a un QC, nous, qui va sur place et qui s'assure que ça soit fait dans les règles de nos process. Voilà. Très bien. Dernière question, mais je pense Même qu'il va y si avoir. là, tu as déjà répondu un petit peu. Comment envisager le contrôle qualité? Ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est moi qui ai cette belle responsabilité, plutôt excitante. Donc au départ, retourner très régulièrement en Indo. J'étais encore il y a une quinzaine de jours. Et puis, Thomas, quand on aura eu un aussi beau bureau en Indonésie que nous en avons un en Inde, ça me pris du temps à arriver, mais allez, pareil, fin 2025, 25 on aura un beau bureau et puis on pourra vous accueillir également en Indo. pour passer des bons moments et voir des belles choses. C'est bon. Voilà, je pense qu'on a bouclé. Thomas, si tu veux conclure. Merci à tous. Et bah non, merci, comme tu fais tout à l'heure, hein, merci de bien comprendre. Enfin, que vous compreniez parfaitement quel est le contexte indien et les difficultés qui peuvent exister, c'est vraiment appréciable. Donc pour ça, je vous remercie et l'équipe en Inde vous remercie également.